Lorsque le capitaine John Carter reçut cet appel radio, il était loin d'imaginer que sa vie allait basculer à jamais. Ce jour-là, il pensait simplement rentrer dîner avec sa fille et leur chien, Duke. Mais en quelques minutes, tout a changé. Ce qui s'est passé dans cette rue, cette fin d'après-midi, allait bouleverser une famille entière et déclencher une chaîne d'événements que personne n'aurait pu prévoir. Car derrière ce drame se cachait une vérité plus profonde, un secret enfoui depuis des années et une leçon de courage que vous n'oublierez jamais. Ce soir, préparez-vous à découvrir l'histoire bouleversante d'un père, de sa fille et d'un chien prêt à tout pour protéger ceux qu'il aime. Et croyez-moi, restez bien jusqu'à la fin car la révélation finale va vous couper le souffle. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous cette histoire? J'adore voir jusqu'où voyagent nos récits. Le sang se mêlait aux feuilles d'automne brisées sur le bitume fissuré de Maple Avenue. La petite main d'Emily tremblait. La laisse tressée, enroulée si fort autour de son poignet qu'elle lui entaillait la peau, ne bougeait plus. Elle ne s'en rendait même pas compte. Ses yeux restaient fixés sur le corps immobile de Duke. Son torse se soulevait à peine. Un mince filet de sang s'échappait de sa gueule, dessinant une trace écarlate jusqu'à ses baskets. Derrière elle, des rires s'élevaient, résonnant contre les façades abandonnées. Des rires cruels, satisfaits, puis lointains. Elle ouvrit la bouche pour hurler, mais aucun son n'en sortit. Le silence qui l'habitait depuis 6 mois resta inébranlable même maintenant alors qu'elle en avait le plus besoin. Ses genoux brûlaient là où elle était tombée quand il lui avait arraché la laisse. À quelques mètres, la médaille brisée du collier gisait dans la rigole, rayée, illisible. Et puis, coupant le calme terrible de la scène, une sirène hurla au loin. Emily releva la tête. Une lueur d'espoir traversa ses yeux pleins de larmes. 4 minutes plus tôt, tout semblait encore normal. 4 minutes avant que le sang ne tache le trottoir, Emily Carter fredonnait une mélodie. C'était celle que sa mère chantait quand elle lui tressait les cheveux, à l'époque où le monde avait encore un sens. À l'époque où elle avait encore des mots. Le quartier, lui, n'en avait plus depuis longtemps. On l'appelait Riverside, mais plus rien n'y coulait depuis des années, sinon le désespoir. Les maisons aux fenêtres clouées dépassaient en nombre celles qui restaient habitées. Les clôtures rouillées s'affaissaient entre des terrains où, autrefois, des familles se réunissaient pour des barbecues d'été. Tout au bout, l'ancienne filature se dressait comme une pierre tombale, celle d'une prospérité morte depuis des décennies. Emily avait 7 ans, et elle comprenait déjà plus de choses sur la perte que bien des adultes. 18 mois plus tôt, sa mère, Rachel, était morte dans un accident sur la route 33, laissant derrière elle un mari brisé et une enfant qui découvrirait bien trop tard de terribles vérités. 6 mois plus tard, la voix d'Emily s'était éteinte. Le médecin scolaire avait parlé de mutisme sélectif, une réponse au traumatisme. Emily, elle, savait seulement que les mots étaient devenus dangereux, alors elle les gardait enfermés. Son père, le capitaine John Carter, 38 ans, portait 15 ans de service sur ses épaules et chaque année le pliait un peu plus. Grand, les tempes déjà grisonnantes, ses poings burinés racontaient des histoires qu'il aurait préféré oublier. Le pli permanent entre ses sourcils se creusait chaque fois qu'il regardait son compte bancaire. 352 $ contre près de 9 000 de dettes. 2 ans plus tôt, il gagnait encore 62 000 $ par an. Puis était venu l'incident. Usage excessif de la force, enquête interne, rétrogradation. Salaire réduit à 37 000, en probation. Une seule erreur et il était dehors. Chaque service ressemblait désormais à une marche au-dessus d'un précipice. Le prêt immobilier en retard de 3 mois. Le frigo presque vide. 14 $ dans le portefeuille et 2 cartes refusées. Mais il lui restait Emily. Et Emily avait Duke. Duke était un berger allemand de 4 ans, au pelage noir et fauve avec une légère boiterie due à de vieilles blessures. John l'avait adopté 3 ans plus tôt, à l'époque où Rachel vivait encore, quand l'argent suffisait et que les rires emplissaient la maison. Le chien portait les cicatrices d'un passé d'abus, mais il avait trouvé refuge chez les Carter. 75 livres de loyauté et de protection. Il dormait chaque nuit près du lit d'Emily, seul capable d'apaiser ses cauchemars. Ce que John ignorait, ce qu'Emily était trop jeune pour deviner, c'est qu'ils étaient observés. Tyler Monroe, 19 ans, les épiait depuis 8 semaines. Dans la cave de sa grand-mère, des photos tapissaient les murs. Horaires, itinéraires, routine. 3 ans plus tôt, John Carter avait abattu George Monroe lors d'une intervention. Légitime défense, disaient les rapports,
Mais Tyler, lui, attendait son heure depuis ce jour-là. Il voulait que John comprenne ce qu'était la perte. Et cette heure, c'était maintenant. La promenade avait commencé comme toutes les autres depuis 1 an et demi. Emily tenait la laisse dans sa main droite, le cuir tressé glissant doucement sous ses doigts. Sa mère l'avait fabriqué dans les dernières semaines avant sa mort, ses mains tremblantes mais obstinées, voulant laisser un souvenir tangible derrière elle. Emily ne savait pas encore cette histoire. John n'avait jamais trouvé la force de lui dire. Pourtant, ses doigts suivaient instinctivement les motifs de la tresse, comme si quelque chose en elle se souvenait. Duke marchait à ses côtés d'un pas précis, discipliné. John avait commencé à le former pour la certification K9 il y a 2 ans, mais il n'avait jamais pu finir. Manque de temps, manque d'argent. Duke vivait désormais dans un entre-deux, trop entraîné pour n'être qu'un chien de compagnie, pas assez pour être un chien de service. Emily comptait ses pas. 1, 2, 3, 4. Sa thérapeute lui avait appris à faire ça pour calmer l'angoisse. Quand elle atteignit le croisement de Maple et de Third, elle en était à 217. Le soleil de fin septembre étirait de longues ombres sur l'asphalte craquelé. Les feuilles craquaient sous ses baskets. Au loin, un train soufflait, solitaire. Emily fredonnait la mélodie de sa mère quand elle les aperçut. 4 silhouettes postées à l'angle de la rue, bloquant partiellement le trottoir. Avant même de distinguer leur visage, elle reconnut leur posture. Le torse penché en avant, les bras écartés, l'arrogance de ceux qui veulent occuper tout l'espace. Tyler Monroe était au centre, entouré de 3 autres, Blake, Mason et Travis. Emily ne connaissait pas leur nom. Elle ne connaissait que la sensation qui serra sa poitrine. Froide, serrée, mauvaise. Duke redressa les oreilles. Son pas ne changea pas. Mais Emily sentit la tension descendre dans la laisse. Elle aurait pu faire demi-tour, prendre le long chemin. Mais cela lui ajouterait 10 minutes. Son père s'inquiéterait. Il s'inquiétait toujours. Alors elle continua, comptant à voix basse. 250, 253, 254. Beau chien, lança Tyler, sa voix claire mais glaciale. Pas un compliment, une provocation. Emily ralentit. Duke se plaça légèrement devant elle, un geste d'instinct, gravé dans ses gènes. Les bergers allemands sentent le danger avant qu'on le voie. « Je t'ai parlé, gamine, j'ai dit qu'il est beau ton chien. » Il s'avança d'un pas. Ses amis ricanaient. Travis, le plus jeune, paraissait mal à l'aise mais resta muet. Emily voulut passer à côté. Tyler se décala pour lui barrer la route. Ses yeux bleus, presque transparents, la fixaient sans émotion. Exactement les mêmes yeux que ceux du dossier de son père, ceux de l'homme qu'il avait dû abattre 3 ans plus tôt. « Qu'est-ce qu'il y a ? Le chat t'a mangé la langue ?» lança Blake, hilar. « Non, répondit Mason. C'est la gamine muette du coin, elle parle jamais. » Mason avança la main vers Duke. Le chien ne bougea pas, ne grogna pas. La maîtrise qu'on lui avait enseignée tenait encore, mais tout son corps s'était tendu. Emily serra la laisse à s'en faire saigner les paumes. « Laisse tomber, Mason, » murmura Travis. « C'est juste une gosse. Allez, viens. »« Juste une gosse, » répéta Tyler. « Ouais, comme moi, quand son père a tué le mien. » Emily sentit son cœur cogner si fort qu'elle en eut mal. Elle aurait voulu crier, courir, faire quelque chose, mais sa gorge resta close. Aucune voix ne vint. À 6 pâtés de maison de là, au commissariat, le capitaine Carter remplissait des papiers, 8 minutes avant la fin de son service. Il pensait déjà au dîner, peut-être des œufs pieux brouillés. Emily aimait bien ça. Il signa une dernière fois, ignorant que, dehors, tout s'écroulait déjà. Blake attrapa soudain la laisse, pas doucement. Emily fut tirée vers l'avant, déséquilibrée. Duke bondit, poussé par l'instinct avant la raison, mais Mason, lui, était prêt. Il lança une corde autour du cou du chien et tira brutalement. « Non !» murmura Emily. Le mot franchit à peine ses lèvres, le premier son qu'elle prononçait depuis des mois. Mais personne ne l'entendit. Tyler arracha la laisse de ses mains. Le cuir tressé glissa si vite qu'il lui brûla la peau, arrachant de la chair à ses paumes. Elle tomba à genoux, les mains râpant le béton. La douleur fut tranchante, immédiate. Mais elle s'en moquait. Tyler se pencha, son souffle chargé d'alcool et de tabac. « Dis à ton père que Tyler Monroe lui passe le bonjour ?» Duke se débattait, étranglé par la corde, tirant pour rejoindre Emily. Mason tenait bon, les dents serrées. Blake riait, excité. Travis, lui, filmait. Sa main tremblait, mais il ne s'arrêtait pas. Cette vidéo, personne ne le savait encore, changerait tout. Emily essaya encore de parler. Les mots s'étranglèrent dans sa gorge. « S'il vous plaît » voulut-elle dire, mais seul un souffle s'en échappa. Ses lèvres formaient le mot sans qu'aucun son ne sorte. Tyler leva le pied. Le coup partit, sec, brutal. Un craquement.
Le bruit du choc résonna contre les murs comme un coup de feu. Duke poussa un gémissement rauque, puis plus rien. Il s'effondra. Son corps heurta le sol dans un bruit lourd. Mason lâcha la corde, figé. Blake recula, son sourire s'effaçant d'un coup. Emily rampa jusqu'à Duke, les genoux en feu. Elle prit sa tête entre ses mains. Ses yeux étaient ouverts, vitreux. Du sang s'écoulait de sa gueule, se mêlant à la poussière et aux larmes. Sa poitrine se soulevait encore, à peine. « Duke, non, reste avec moi », murmura-t-elle sans voix. Ses petites mains se posèrent sur son torse, cherchant à sauver, à faire quelque chose. Elle se souvenait vaguement d'une série télé où quelqu'un faisait des compressions. Elle tenta d'imiter maladroitement. Les côtes du chien craquèrent sous ses doigts. Elle sursauta, horrifiée. Travis recula, livide. « On doit partir !» dit-il d'une voix tremblante. « Tyler, viens, c'est fini !» Tyler resta figé. Son regard se posa sur la fillette, sur le chien. L'horreur traversa son visage. Pendant une seconde, l'adolescent disparut. Il ne restait qu'un enfant terrifié par ce qu'il venait de faire. « Allons-y !» répéta-t-il, plus bas cette fois. Ils s'éloignèrent en courant, les rires éteints. Émilie resta seule, la laisse tressée, celle que sa mère avait fabriquée, pendait encore à son poignet, imbibée de sang. Le dernier cadeau de Rachel. Le vent se leva, soulevant les feuilles que mortes. Puis la sirène retentit, plus proche cette fois. La voiture de police déboucha à pleine vitesse. Les pneus hurlèrent sur l'asphalte. Le capitaine John Carter était assis pâté de maison quand l'appel était arrivé. Pas la radio, son téléphone personnel. La voix tremblante de Louise Henderson. « Capitaine Carter, il se passe quelque chose sur Maple Avenue. Votre fille. Il y a des garçons. Dépêchez-vous. » Son sang s'était glacé. Ses mains s'étaient crispées sur le volant. La procédure disait « attendre le renfort », mais la procédure ne connaissait pas la peur d'un père. La sirène tranchait l'air quand il arriva sur Maple Avenue. D'abord, il vit les silhouettes des adolescents, puis la petite forme au sol, le manteau rose d'Emily. Il freina si fort que la voiture glissa. Il sortit, la main allant presque d'instinct vers son arme. 15 ans de réflexe. Mais il s'arrêta, sa main se referma sur le vide. Devant lui, la scène semblait figée. 4 adolescents, Emily à genoux, Duke inerte, le sang sur le béton, et les yeux d'un des garçons, bleus, glacés, identiques à ceux d'un mort qu'il n'avait jamais oublié. Tyler Monroe. Le temps se brisa, une image chassa l'autre. George Monroe, son père, surgissant avec un couteau, l'éclair du tir, le corps qui tombe, puis le présent, le bruit du vent, les battements de son cœur. Tyler recula d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à heurter le mur. Les autres adolescents s'éparpillèrent. John s'avança, lentement, sans un mot. Chaque pas était pesé, contrôlé. Pas d'armes, pas de cris, seulement une autorité froide. Tyler tremblait maintenant. « Capitaine Carter, John leva la main. Silence. Il s'agenouilla auprès d'Emily, tournant le dos au danger. C'était un geste calculé. Cela disait « ma priorité, c'est elle ». Les petites mains d'Emily étaient recouvertes de sang. La respiration de Duke était faible, irrégulière. John posa 2 doigts sur son cou. Un pouls, feinte, mais vivant. Emily leva les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, elle articula un mot. « Papa !» souffla-t-elle. Le mot le frappa comme un coup de poing. Elle ne l'avait pas appelé ainsi depuis l'enterrement de Rachel. Il sentit une larme couler avant même de la sentir sur sa joue. La radio grésilla à sa ceinture. « Unité 7, statut, vous êtes hors itinéraire. » 7 minutes avant que cela ne devienne une infraction disciplinaire. 7 minutes avant que tout s'effondre. John regarda Tyler, puis Emily, et sut. Il prit la radio. « Ici unité 7. J'ai besoin de renfort immédiat à Maple et Third. Mineur blessé. Animal gravement touché. Je reste sur place. » Silence. Puis la voix du central neutre. « Reçu, unité 7. Renforts en route. 4 minutes. » Cette décision venait de lui coûter sa carrière, mais il s'en moquait. Derrière lui, Tyler murmura « Vous restez avec elle ?» John se redressa, lentement. « C'est ma fille. » Les sirènes approchaient, 2 voitures surgirent. Martinez et Chen sortirent, armes à la main. En quelques secondes, tout fut sous contrôle. Les adolescents furent de menottés. Travis s'avança, la main tremblante, tendant son téléphone. « J'ai tout filmé, dit-il. Et il y a autre chose. Tyler préparait quelque chose. Ce n'était pas juste une bagarre, c'était un plan. » Martinez fouilla un sac. « Capitaine, regardez ça. Des horaires, des trajets, il vous observait, depuis des semaines. » John sentit son estomac se nouer. « Docteur, on doit emmener le chien à la clinique tout de suite, » lança Chen. « Je m'en occupe, vous restez ici. » John hésita.
Emily le regardait, les yeux pleins de peur. « Je te rejoins là-bas, dit-il doucement. Sois courageuse, ma puce. » Elle hocha la tête, sans un mot. Elle comprenait déjà. Chen l'emmena jusqu'à la voiture. Duke fut chargé à l'arrière. Tyler murmura alors, la voix tremblante. « Vous avez tué mon père !» John se tourna vers lui. « Ton père m'a attaqué avec un couteau. Oui, c'est moi qui ai tiré. Et je suis désolé pour ta perte. Je suis désolé qu'on t'ait laissé seul. Que personne ne t'ait aidé. » Tyler resta muet. Une larme roula sur sa joue. Martinez posa une main sur l'épaule de John. « Vous savez que cette décision va faire du bruit. » John hocha la tête. « Je sais, mais c'était la bonne. » La sirène de Chen s'éloigna, emportant Emily et Duke. John resta debout, seul, au milieu de Maple Avenue. Le sang séchait sur le béton. Le soleil déclinait. Il pensa à Rachel, à la promesse qu'il lui avait faite, et pour la première fois depuis sa mort, il sut qu'il venait de la tenir. Lorsque l'agent Chen arriva à la clinique vétérinaire d'urgence, le soleil déclinait déjà derrière les toits rouillés de Riverside. Emily serrait Duke contre elle à l'arrière du véhicule, refusant qu'on l'en sépare. Le chien respirait encore, faiblement, chaque souffle ressemblant à un râle étouffé. Le docteur Ellen Hayes, la vétérinaire de garde, accourut dès qu'ils franchirent la porte. « Qu'est-ce qu'on a ?» lança-t-elle en soulevant la couverture. « Trauma thoracique sévère, possible fracture des côtes, difficulté respiratoire, répondit Chen. Mettez-le en salle 2. On emmena Duke sur un brancard et Emily, tremblante, y suivit. Le couloir sentait le désinfectant et la peur. Le sol résonnait sous les pas pressés des assistants. « Je suis désolée, ma chérie, tu ne peux pas rester ici, » dit doucement une infirmière en posant une main sur son épaule. Emily hocha la tête, incapable de parler. Ses yeux fixaient la porte qui se refermait sur Duke. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Le capitaine Carter entra, haletant. « Où était ma fille? Où est le chien ?» Chen s'approcha. « Ils sont en salle 2. Le docteur s'en occupe. Il respire encore. » John poussa la porte du couloir. Il aperçut Emily assise sur une chaise des minuscules, ses mains bandées. Elle leva les yeux vers lui. Il s'agenouilla aussitôt devant elle. « Et je suis là maintenant, ma puce. Tu as été très courageuse. » Elle secoua la tête, des larmes plein les joues. « C'est de ma faute, j'ai pas pu le protéger. Non, 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 écoute-moi. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. » Elle se jeta dans ses bras. Le premier vrai contact depuis des mois. Il la serra fort, comme s'il craignait qu'elle disparaisse. La porte s'ouvrit et le docteur Hayes apparut, les gants tachés de sang. « Monsieur Carter, je suis le docteur Hayes. Votre chien est dans un état critique. 3 côtes fracturées, de fortes contusions internes et possiblement une lésion au poumon gauche. Il est en état de choc. » John prit une grande inspiration. « Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une chirurgie d'urgence pour stabiliser les organes et réparer les dommages internes. »« D'accord. Alors faites-le ?» La vétérinaire hésita. « Capitaine, avant toute intervention, nous devons parler du coût. » Il la fixa, incrédule. « Combien ? » L'opération seule est estimée à 3 200 $. Avec les soins intensifs post-opératoires, on sera autour de 5 000. John sentit le sol se dérober. « Et ? Sans opération ?» Hayes baissa les yeux. « Il ne passera pas la nuit. » Emily, qui écoutait en silence, serra la main de son père. « Fais-le, papa, sauve-le. » John regarda la vétérinaire. « Donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. 2 heures. 2 heures, pas plus, dit-elle. Après il sera trop tard. » Ils sortirent dans le parking. Le ciel flamboyait, le vent portait l'odeur métallique de la pluie. Emily fouilla dans son petit sac à dos et sortit une tirelire en forme de vache. « J'ai apporté ça ?» dit-elle doucement. Elle ouvrit le bouchon, renversa le contenu sur le siège de la voiture. Quelques billets froissés, beaucoup de pièces. 47 $. Est-ce que ça suffit ? John sentit un nœud lui serrer la gorge. « Oh, ma puce !» Il la prit dans ses bras. Ses larmes se mêlèrent à celles de sa fille. « Tu ne devrais pas avoir à faire ça. » Pendant plusieurs minutes, il resta assis, immobile, le visage dans les mains. Il avait survécu à des fusillades, à des interventions sanglantes, mais jamais à ça. L'impuissance. Le docteur Hayes sortit. Elle les aperçut assis sur le trottoir, père et fille, effondrés. Elle s'approcha. « Capitaine Carter, écoutez, je ne devrais pas faire ça. Mais ce chien, cette fillette, elle soupira. On fera l'opération. On s'arrangera pour le paiement plus tard. » John releva les yeux, surpris. « Vous feriez ça ? Appelez ça un acte de conscience ? J'ai vu sa tête quand je lui ai parlé du coup. Je ne laisserai pas un enfant perdre son chien à cause d'un formulaire. » Il voulut protester. « Docteur, je ne peux pas accepter la charité. » Elle le coupa. « Ce n'est pas de la charité, capitaine.
C'est de l'humanité. Il hocha la tête, incapable de répondre. Merci, murmura-t-il. L'opération débuta à 17h30. Emily refusa de quitter la salle d'attente. John lui acheta un sandwich dans le distributeur qu'elle ne toucha pas. Les aiguilles de l'horloge semblaient immobiles. Il appela son supérieur, le lieutenant Marcus Cole. « Lieutenant, c'est Carter, je ne rentrerai pas ce soir. Il y a eu un incident. Ma fille est blessée, notre chien est en chirurgie. Je sais, John, le rapport préliminaire est déjà passé par le central. Rentre pas, reste avec ta fille. On en parlera demain. Merci. » Les heures s'étirèrent. À 20h15, Emily s'endormit contre son épaule. Il n'osa pas bouger, même quand son bras s'engourdit. À 21h30, la porte de la salle d'opération s'ouvrit. Le docteur Hayes apparut, fatigué mais souriante. L'opération s'est bien passée. Il a survécu. Les côtes sont stabilisées, les poumons reprennent doucement. Mais il n'est pas tiré d'affaire. Les prochaines 72 heures seront critiques. John sentit ses jambes faiblir. Est-ce qu'on peut le voir ? Pas tout de suite. Il est sous sédation. Demain matin, 8 heures. En attendant, il faut que vous dormiez. Je ne peux pas rentrer chez moi, murmura John. Je n'ai rien de prêt. Et ma fille ? La vétérinaire hocha la tête. Il y a un vieux canapé dans la salle du personnel. Pas très confortable, mais au chaud. Restez ici cette nuit. John voulut refuser. Je ne veux pas vous déranger. Vous ne dérangez personne, répondit-elle doucement. Vous avez besoin de repos. Cette nuit-là, ils dormirent tous les deux sur le canapé, serrés l'un contre l'autre. Emily paisible pour la première fois depuis des mois. John, incapable de fermer l'œil, fixant le plafond, priant pour que le lendemain apporte autre chose qu'un adieu. Vers minuit, son téléphone vibra. Un message de Martinez. « Le vidéo circule en ligne. T'as bien agi, capitaine, on est fiers de toi. » John cliqua sur le lien. La vidéo montrait tout. L'attaque, Duke frappé, Emily en pleurs, puis son arrivée, son calme, son choix. Le compteur de vues dépassait les 200 000. Les commentaires défilaient, des mots de soutien, d'autres de colère, puis un autre message de Martinez. « J'ai lancé un GoFundMe. Aidons la fille d'un officier à sauver son chien. T'en fais pas, on va les avoir, ces 5 000. » John posa le téléphone sans répondre. Son père disait toujours « On ne mendie pas, on se bat. » Mais ce soir-là, il comprit que parfois, l'orgueil tue plus sûrement que la pauvreté. Le lendemain matin, à 7h15, le téléphone vibra de nouveau. Martinez. « Capitaine, tu devrais voir ça. Le GoFundMe a explosé. 840 $ en une nuit. Et la vidéo, 1 million de vues. » John inspira profondément. Il regarda Emily, encore endormie contre lui, sa joue collée à sa chemise. « Merci Martinez. » À 8 heures précises, le docteur Hayes vint les chercher. Il est stable pour l'instant. Vous pouvez le voir quelques minutes. Ils traversèrent le couloir jusqu'à la salle des soins intensifs. Le bip régulier d'un moniteur rythmait la pièce. Duke reposait dans une cage métallique branchée à un respirateur. Des tuyaux sortaient de son flanc. Sa poitrine se soulevait mécaniquement. Emily s'approcha, posa sa main sur la vitre. « Duke, c'est moi. Je suis là. » Le moniteur cardiaque émit un léger pic. Le docteur Hayes sourit. « Il vous entend ? Parlez-lui. » Alors Emily parla. Elle parla de l'école, de sa maîtresse, du papillon qu'elle avait vu dans la cour. Les mots sortaient, hésitant d'abord, puis plus sûrs. Sa voix perdue depuis des mois revenait peu à peu. John la regarda fasciné. Chaque phrase semblait réveiller un morceau d'elle qu'il croyait éteint. Et pour la première fois depuis la mort de Rachel, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. La lumière du matin filtrait à travers les stores, jetant des bandes pâles sur le sol de la clinique. Emily ne quittait plus la vitre où Duke reposait. Elle lui parlait sans interruption, comme pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. « Tu vas guérir, Duke ? Tu vas rentrer à la maison ? Et on refera nos promenades, d'accord ? Sur Maple Avenue, mais sans méchant cette fois. » Le bip régulier du moniteur rythmait sa voix. Chaque petit son signifiait encore vivant. Le docteur Hayes entra, un gobelet de café à la main. « Il se bat ? C'est un chien solide ? Mais la douleur est intense. On garde une sédation légère pour éviter le stress. »« Il va s'en sortir ? » demanda John. La vétérinaire hésita. « C'est encore trop tôt pour le dire. Les prochaines 72 heures seront décisives. Il faut espérer que ses poumons tiennent. » Emily resta silencieuse, les yeux fixés sur Duke. « Si je continue à lui parler, ça l'aidera ?» Hayes sourit. « Oui, ma chérie, les animaux sentent notre voix. Parle-lui autant que tu veux. » Les heures s'écoulèrent lentement. John dormait par tranches de 10 minutes, assis dans le couloir, son badge encore accroché à sa ceinture. Les notifications sur son téléphone n'arrêtaient pas. Le GoFundMe dépassait les 20 000 $.
Des messages affluaient de tout le pays, des inconnus, des anciens officiers, des vétérans, des familles. Un don venait d'une adresse étrange. Tyler Monroe, 21, $50. Il resta un long moment à fixer ce nom, incapable de savoir s'il devait se sentir soulagé ou hanté. À la télévision, suspendue au mur, une journaliste locale parlait de l'histoire d'Emily Carter, la fillette muette qui retrouve sa voix pour sauver son chien. Les images de la caméra de surveillance montraient le moment où Duke avait intercepté le premier coup, s'interposant entre Emily et les adolescents. Le présentateur conclut « Parfois, les héros ont 4 pattes ». John éteignit l'écran, les yeux humides. « Il n'a pas seulement protégé Emily », murmura-t-il. « Il m'a sauvé, moi aussi. » Le deuxième jour, Duke ouvrit brièvement les yeux. Emily bondit de sa chaise. « Papa, regarde, il m'a regardé !» John se leva aussitôt, le cœur battant. Le docteur Hayes arriva en courant, un sourire naissant sous son masque. « C'est bon signe. » Il commence à reprendre conscience. Emily colle ses mains contre la vitre. « Coucou mon grand, tu te souviens de moi ?» Le chien cligna faiblement des yeux, sa queue remua d'1 millimètre. Hayes hocha la tête. « Continue de lui parler. C'est ce qui le maintient debout. » Ce soir-là, Emily ne s'endormit pas. Elle parla de tout et de rien, des étoiles qu'elle voyait par la fenêtre, de sa maîtresse d'école, du souvenir de sa maman. Maman disait que Duke avait une âme de gardien, qu'il savait quand quelqu'un avait besoin de lui. John posa une main sur son épaule. Elle avait raison. Une larme roula sur la joue d'Emily. « Tu crois qu'elle regarde Duke, de là-haut ?»« Je crois qu'elle regarde vous deux. Et qu'elle est si fière ?» Le 3e jour, le miracle arriva. À l'aube, le moniteur cardiaque afficha un rythme stable. Les poumons de Duke fonctionnaient à 85%. Les drains pouvaient être retirés. Le docteur Hayes entra, radieuse. Il est tiré d'affaire. John ferma les yeux, un souffle de soulagement lui échappant. Emily se mit à pleurer, cette fois de joie. « On peut le toucher ?» demanda-t-elle. « Juste un peu », répondit la vétérinaire en souriant. Emily s'approcha. Duke leva faiblement la tête et posa son museau sur sa main. Elle éclata en sanglots. « Je t'aime, Duke, je t'aime tellement. » Le chien émit un petit son, presque un gémissement doux, comme une réponse. John détourna les yeux, incapable de retenir ses émotions. Hayes observa la scène avec bienveillance. « Vous savez, capitaine, je vois beaucoup d'animaux ici. Mais ce lien-là, c'est rare. » John hocha la tête. « Ce n'est pas qu'un chien, c'est un membre de la famille. » Ce soir-là, dans la salle d'attente, un homme en civil entra. Il avait la quarantaine, portait une casquette de baseball et une cicatrice sous l'œil gauche. « Capitaine Carter ?» John se leva. « Oui ?» L'homme tendit la main. « Lieutenant Frank Harris, service des affaires internes, on doit parler. » Emily, inquiète, s'accrocha à la manche de son père. « Papa, tout va bien, ma puce. » Harris sortit un dossier. L'enquête sur l'incident de Maple Avenue a pris une tournure compliquée. La vidéo circule, la presse s'en empare. Votre intervention a été jugée exemplaire, mais quoi ? On a reçu des menaces, de la famille Monroe. Vous et votre fille êtes visés. John se raidit. Vous plaisantez ? Après ce qu'ils ont fait ? Malheureusement, non. Ils ont des contacts. Rien de concret pour l'instant. Mais la sécurité de votre fille pourrait être compromise. Emily écoutait, muette. On veut vous transférer sous protection temporaire, ajouta Harris. Une planque à l'extérieur de la ville, le temps que ça se tasse. John fixa le vide. Je ne partirai pas sans Duke. Bien sûr, on a déjà prévu un véhicule médical pour lui, mais il faut partir dès demain matin. Il hocha la tête lentement. Très bien. Cette nuit-là, Emily dormit près de la cage de Duke. Elle lui caressa doucement la tête, murmurant « On va partir un peu, d'accord, mais on reviendra à la maison, tous les 3. » Le chien leva les yeux vers elle, paisible. John, debout dans l'ombre du couloir, les regardait. Une seule pensée l'habitait. Il venait de risquer sa carrière pour sauver sa fille et son chien. Et maintenant, il allait devoir risquer bien plus. Le lendemain matin, le ciel de Riverside était gris, lourd, menaçant. Une bruine fine tombait sur la clinique vétérinaire, rendant la lumière encore plus pâle. John chargea le sac d'Emily dans la voiture, tandis qu'un véhicule médical s'approchait lentement, gyrophares éteints. À l'arrière, Duke reposait sur une civière sous perfusion, recouvert d'une couverture bleue. Le lieutenant Harris sortit du véhicule de tête. « Tout est prêt ? On vous conduit dans un refuge sécurisé à Pine Hollow, 2 heures de route. Une petite maison, discrète, personne ne vous y trouvera. » John hocha la tête. « Et Monroe ? En garde à vue préventive. Mais son oncle, un ancien détenu, a disparu depuis hier soir.
d'où la précaution. Emily écoutait sans parler, serrant dans ses bras le collier de Duke. « Est-ce qu'il va mourir encore ?» demanda-t-elle doucement. « Non, ma chérie, répondit John en posant une main sur sa tête. Cette fois, plus personne ne nous fera de mal. » La route jusqu'à Payne Hollow se déroula dans un silence étrange. Les arbres bordaient la route comme des sentinelles noires et la pluie tombait de plus en plus fort. Dans le véhicule médical, Duke respirait difficilement, son cœur battant à un rythme irrégulier. Emily, assise à ses côtés, lui murmurait « Tiens bon, Duke, on va bientôt arriver, promis. » Vers midi, le convoi s'engagea sur un chemin de terre menant à une petite maison en bois, isolée, entourée de pins et de brume. Harris coupa le moteur. « Voilà votre nouveau foyer pour quelques jours. Il y a de quoi manger, un générateur et la radio directe du poste si besoin. Personne ne sait que vous êtes ici. » John serra la main du lieutenant. « Merci Harris, pour tout. Prenez soin d'elle et de lui. » Quand les voitures s'éloignèrent, le silence devint total. Pas un bruit, sauf la pluie sur le toit. Emily posa son sac dans un coin, puis s'approcha de la civière. « Il a froid, papa. On va lui faire un coin au chaud, » répondit John. Il alluma le vieux poêle, fit chauffer une couverture et installa Duke sur un tapis près du feu. Le chien remua légèrement, gémit, puis s'apaisa. Emily s'assit à côté de lui. « Tu crois qu'il rêve ? Peut-être, dit John. Peut-être qu'il rêve qu'il court, comme avant. » La première nuit à Pine Hollow fut calme, trop calme. John n'arrivait pas à dormir. Il se leva plusieurs fois pour vérifier les verrous, les fenêtres, le périmètre. Les réflexes d'un policier ne s'éteignent jamais. À 2 heures du matin, il aperçut une silhouette floue à travers la fenêtre. Son cœur bondit. Il saisit son arme, s'approcha lentement. Un renard, simplement un renard fouillant les poubelles. Il relâcha sa respiration. Derrière lui, une voix douce murmura « Tu dors pas non plus ?» Emily était debout, une couverture autour des épaules. « Pas encore ?» Elle regarda Duke, endormi près du feu. « Il a bougé la patte. » John sourit. « C'est bon signe ?» Elle s'assit contre lui. « Papa ? Oui ? Quand maman est morte, j'ai cru que tu ne reviendrais plus jamais à la maison. » John la regarda surpris. « Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu ne parlais plus. Tu restais dans la voiture, dans le noir. Même Duke te regardait comme s'il voulait te ramener. » Il resta silencieux un instant, la gorge serrée. « J'étais perdu, Emily, comme toi. Mais tu sais ce qui m'a fait tenir ? Toi et lui. » Il désigna Duke. « Vous étiez la seule chose qui me donnait encore une raison de respirer. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Alors, on va continuer à respirer ensemble. » Au matin, le ciel s'était éclairci, les arbres gouttaient de pluie et la lumière passait à travers les branches comme un espoir fragile. Duke remuait faiblement la queue. Il essayait de se redresser, les pattes encore faibles. Emily s'approcha, l'encourageant. « Allez, mon grand, encore un peu, tu peux le faire !» Il réussit à se lever, chancela, puis tint bon. Son regard croisa celui de John. « Regarde ça, dit-il ému. Un vrai soldat. Il est plus fort que nous deux réunis, répondit Emily en riant. Ils passèrent la matinée à l'intérieur, préparant du thé, écoutant la pluie cesser peu à peu. L'atmosphère, pour la première fois depuis des semaines, paraissait paisible. Jusqu'à ce que le talkie-walkie grésille. « Capitaine Carter, ici lieutenant Harris, vous me recevez ?» John attrapa l'appareil. « Je vous entends. Que se passe-t-il ? Mauvaise nouvelle. Le frère de George Monroe, Caleb, a disparu depuis hier soir. Et selon un indicateur, il vous cherche. Il connaît la région. On pense qu'il pourrait être armé. » John serra le poing. « Vous plaisantez ? Comment il aurait pu savoir qu'on est ici ? On ne sait pas encore. Restez à l'intérieur, verrouillez tout. On envoie une équipe. Reçu. » Il posa le talkie, les traits tendus. Emily le regarda, inquiète. « Papa ? Qu'est-ce qu'il a dit ?» John força un sourire. « Rien, ma puce. On reste juste à la maison aujourd'hui, comme un dimanche. » Mais au fond de lui, il savait que le danger approchait. Et cette fois, la maison isolée n'était plus un refuge, mais une cible. Vers 16 heures, le ciel se couvrit de nouveau. Le vent se leva, sifflant à travers les pins. Duke, pourtant encore faible, se redressa soudain. Ses oreilles se dressèrent. Il grogna, bas, profond, guttural. Emily fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il a ?» John s'approcha de la fenêtre. Rien, juste les arbres, le silence. Puis un craquement, dehors, une branche qui se brise. Trop lourd pour un animal. Il fit signe à Emily de se taire. « Monte à l'étage, prends ton sac. » Doucement. « Papa ? Maintenant ?» Elle obéit sans un mot. John vérifia le chargeur de son arme, coupa la lumière et resta près de la porte. Un autre bruit, plus proche cette fois, des pas dans la boue, et puis une voix, étouffée par la pluie. « Capitaine Carter, je veux juste parler. » Il reconnut la voix.
grave, râpeuse, Caleb Monroe. On n'a rien à se dire, répondit-il d'un ton glacé. Si, au contraire, tu m'as pris mon frère. Et maintenant, ton chien m'a pris mon neveu. On va équilibrer les choses. John sentit le froid lui mordre la nuque. Duke grognait de plus en plus fort. Emily, à l'étage, observait depuis la rampe, le cœur battant. Caleb fit un pas de plus, émergeant de la pénombre. Grand, massif, la barbe poivre et sel, un fusil à pompe à la main. « Sors, Carter, qu'on finisse ça comme des hommes !» John inspira profondément. « Si tu veux moi, viens me chercher. Mais si tu touches à ma fille, je te jure que je t'abats. » Le ton était calme, froid, définitif. Duke s'avança d'un pas, prêt à défendre encore une fois ceux qu'il aimait. Le duel venait de commencer, le vent hurlait entre les pins, faisant gémir les vieilles planches du porche. La pluie s'était remise à tomber, lourde, martelant la tôle du toit comme un tambour de guerre. Dans la maison, le silence était total, seulement rompu par le cliquetis du métal quand John vérifia son arme. Duke, pourtant encore faible, était debout, les poils hérissés, le regard fixe vers la porte. Son instinct savait ce que John savait déjà. Quelqu'un s'approchait. Une voix, rauque, perça la pluie. « Capitaine Carter, tu crois pouvoir cacher ta gamine derrière tes galons? On règle nos comptes, ici et maintenant. » John se posta près de la fenêtre, respirant lentement. Il aperçut une silhouette floue derrière les arbres, une ombre mouvante. « Caleb, écoute-moi, lança-t-il d'une voix ferme. Tu n'obtiendras rien en venant ici. Tu veux la vérité? Ton frère s'est jeté sur moi avec un couteau. Je n'ai pas eu le choix. » Un rire mauvais résonna dans la nuit. « C'est drôle, tous les flics disent ça. Pas de choix, pas de responsabilité. Tu lui as tiré dessus devant son fils. » John serra les dents. « Ce gosse, ton neveu, est en garde à vue. Il a presque tué ma fille. Et malgré ça, je n'ai pas tiré. Tu veux savoir pourquoi? Parce que la haine ne nous ramène jamais personne. » Une rafale de plomb éclata la vitre à côté de lui. Des éclats volèrent dans la pièce. Emily étouffa un cri à l'étage. « À terre !» cria John en se jetant derrière le canapé. Duke aboya furieusement, se plaçant entre la porte et Emily. Une seconde balle transperça le mur, arrachant des éclats de bois. John rampa jusqu'à la fenêtre, visa dans la direction du tir, mais il n'y avait plus rien, juste la forêt et le vent. Il attrapa le talkie-walkie. « Ici, capitaine Carter, on a un suspect armé à Pine Hollow. Je répète, suspect armé, échange de tir, besoin d'assistance immédiate. » Un grésillement, puis la voix lointaine de Harris. « Reçu Carter, tenez bon, unité en route, 15 minutes. » 15 minutes, c'était une éternité. Emily descendit les escaliers en courant. « Papa, il y a quelqu'un derrière la maison. » John bondit jusqu'à la porte arrière, la verrouilla, puis tira le meuble le plus proche pour bloquer l'entrée. « Monte à l'étage, ferme-toi dans la chambre, ne sors pas, quoi qu'il arrive. Et toi, moi je reste ici. » Elle hésita, les larmes aux yeux. « Papa, s'il te plaît, viens avec moi. »« Émilie, monte !» Sa voix claqua comme un ordre militaire. Elle sursauta puis obéit en courant. John se plaça au centre du salon, arme levée. Chaque bruit, chaque craquement lui faisait tressaillir le cœur. Son esprit calculait tout, angle, couverture, fenêtre, temps de réaction. Puis il l'entendit, le grincement du plancher du porche. Un coup de feu éclata. La porte vola en éclats. Caleb surgit, fusil à la main, visage trempé, regard fou. « Tu vas payer pour mon frère ?» hurla-t-il. John tire une première fois, touchant la porte. Caleb riposta, une gerbe de bois éclata près de son visage. Duke bondit en avant, grognant malgré sa faiblesse. Il se jeta sur l'homme, attrapant sa manche. Le coup de feu suivant partit en l'air. « Duke, non !» cria John. Le chien tenait bon, les crocs plantés dans le tissu. Caleb hurla, le repoussant d'un coup de botte. Duke retomba lourdement contre la table, gémissant. John profita de la distraction, roula au sol, visa, tira. La balle frôla Caleb, effleurant son épaule. L'homme poussa un cri de rage, recula en titubant, puis s'enfuit par la porte arrière, disparaissant dans la forêt. John resta immobile quelques secondes, respirant fort, l'arme encore levée. Le silence revint, troublé seulement par le vent et le gémissement de Duke. « Papa !» cria Emily depuis l'étage. « C'est fini !» répondit-il. « C'est fini, descends !» Elle se précipita dans ses bras, tremblante. « Est-ce qu'il est mort ?»« Non, mais il ne reviendra pas. » Il se pencha vers Duke. Le chien saignait légèrement à la patte mais remuait la queue. « Encore une fois, tu nous as sauvés, mon vieux. » 10 minutes plus tard, les sirènes brisèrent le silence des bois. Les gyrophares projetèrent des lueurs rouges et bleues sur les troncs. Harris entra, arme dégainée. « Tout le monde va bien ?» John hocha la tête. « Oui. » Le suspect s'est enfui vers la rivière. Blessé, épaule gauche. Harris jeta un coup d'œil à Duke. « Bon sang, ce chien est un miracle ambulant. »
Emily caressa la tête du berger allemand. Il est plus courageux que tous les flics du monde. Harris sourit. Je crois qu'elle a raison. Quelques heures plus tard, la maison était vide. Les agents avaient sécurisé la zone et la famille Carter fut ramenée en ville sous escorte. Le soleil se levait, éclairant les collines détrempées. Emily s'endormit sur la banquette arrière, la tête appuyée contre Duke. John, épuisé, regardait défiler la route. Harris conduisait en silence. « On a retrouvé Caleb ?» demanda John. « Pas encore. Mais il ne pourra pas aller loin avec cette blessure. On a prévenu toutes les unités. Je veux être tenu au courant. Tu le seras. » Le lieutenant jeta un regard à John. « Tu sais, t'as enfreint plusieurs protocoles. Encore. » John esquissa un sourire fatigué. « Ouais, j'ai remarqué. Mais t'as aussi sauvé ta fille, ton chien, et probablement des civils. Alors, disons qu'on fermera les yeux cette fois. » John hocha la tête. « Merci. Tu devrais plutôt remercier Duke. » Le chien, à moitié endormi, leva la tête comme s'il comprenait. Ce soir-là, de retour à la clinique, le docteur Hayes accueillit Duke avec un regard attendri. « Tu devrais être mort 10 fois déjà, mon grand. Tu continues juste à défier les statistiques. » « Il a ça de son père, » plaisanta John. Et pour la première fois depuis longtemps, il rit vraiment. Emily, elle, restait silencieuse, mais son regard brillait d'une détermination nouvelle. Elle s'approcha de Duke et murmura « T'as entendu, Duke ? On rentre bientôt à la maison. Et cette fois, plus personne ne nous fera peur. » Le chien posa la tête sur ses genoux. Ses yeux disaient tout, promesse tenue. Les jours suivants furent étrangement calmes. Trop calmes. Le poste de police avait bouclé le secteur de Pine Hollow, mais Caleb Monroe restait introuvable. Le capitaine Carter, suspendu temporairement le temps de l'enquête, passait ses journées entre la clinique et la maison. Il ne supportait pas l'inaction, chaque bruit de moteur dehors lui faisait lever la tête, chaque ombre derrière une vitre lui faisait porter la main à sa ceinture. Pourtant, Emily semblait renaître. Elle riait à nouveau. Parfois, elle parlait toute seule à Duke, et John restait en retrait l'écoutant sans oser intervenir de peur de briser le charme. Ce matin-là, elle était accroupie dans le jardin de la clinique, le soleil sur ses cheveux, Duke allongé à ses côtés. « Regarde, Duke, dit-elle en ramassant une feuille. Celle-là, on dirait un cœur. Tu crois que maman nous envoie des signes ?» Le chien remua la queue, posant sa tête sur ses genoux. John observait la scène de loin, un sourire discret sur les lèvres. Le docteur Hayes s'approcha de lui. « Elle parle beaucoup plus maintenant. C'est incroyable. »« Oui, » murmura John. Elle n'a plus prononcé un mot depuis la mort de sa mère. « C'est Duke qui l'a ramenée. » Hayes hocha la tête. « Les animaux ont ce don-là. Ils ne posent pas de questions, ils guérissent en silence. » John resta pensif. « Je devrais peut-être le déclarer officiellement comme chien de soutien émotionnel. Ce serait une bonne chose, mais pour ça, il faut que vous soyez réintégrés. » Il soupira. « Ouais, c'est pas gagné. » L'après-midi, John fut convoqué au commissariat. La salle d'attente semblait plus froide que d'habitude. Marcus Cole, son supérieur, entra le premier. Un homme solide, la cinquantaine, le regard franc. John entre. Ils s'assirent face à face. Cole posa un dossier sur la table. « Tu veux la bonne ou la mauvaise nouvelle ? Commence par la mauvaise. Le comité disciplinaire a visionné toutes les vidéos. Ils estiment que tu as violé la procédure en intervenant hors service et en exposant ta fille à un danger imminent. » John baissa les yeux. « Je m'y attendais. Et la bonne nouvelle ?» Cole esquissa un sourire. « Le procureur a vu la même vidéo et il t'a qualifié de héros. Il a ordonné la levée immédiate de ta suspension. Tu reprends ton badge dès demain. » John resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Merci Marcus. Ne me remercie pas. Remercie ton chien. Sans lui, cette histoire aurait fini en tragédie. » Il rangea le dossier puis ajouta « Il y a autre chose. Caleb Monroe a été retrouvé. » John releva la tête, les yeux plissés. « Où ? » ?»« À 10 kilomètres de Pine Hollow. Mort, une chute dans la rivière. Il s'est probablement vidé de son sang avant d'y tomber. » Un silence lourd s'installa. « C'est fini, John. »« Non, répondit-il. Ce genre d'histoire ne finit jamais vraiment. » Ce soir-là, il rentra tard à la clinique. Emily s'était endormie, blottie contre Duke. La lumière du feu projetait leurs ombres sur le mur. John les regarda longuement, un mélange de tendresse et de culpabilité dans le regard. Hayes entra discrètement, une tasse de café à la main. « Vous avez une drôle de tête pour quelqu'un qu'on vient de réintégrer. Vous saviez ? Marcus m'a appelé. Il voulait s'assurer que vous n'aviez pas fait une syncope. » Il sourit faiblement. « C'est pas passé loin. » Elle s'assit en face de lui. « Vous savez, j'ai vu beaucoup d'hommes brisés passer ici. Mais vous tenez encore debout. Parce que j'ai plus le choix.
Non, répondit-elle doucement. Parce que vous avez retrouvé une raison. Leurs regards se croisèrent un instant. Un silence, lourd mais apaisant. Vous savez, se dit-elle, si vous voulez, je peux vous aider à former Duke comme chien d'assistance certifié. Ça lui donnera un vrai statut. John esquissa un sourire. Je crois qu'il l'a déjà son statut. Héros national. Elle rit. Peut-être, mais ça ne rentre pas dans les formulaires. Les jours suivants furent un mélange étrange de normalité et d'incrédulité. Les médias continuaient d'en parler. L'histoire d'Emily et de son chien avait dépassé les frontières de la ville. Des lettres arrivaient par dizaines. Des enfants envoyaient des dessins de Duke avec des médailles autour du cou. Un matin, un facteur apporta un grand colis. Sur le carton, une simple inscription « Pour Duke » de la part de ceux qui l'a inspiré. À l'intérieur, un collier gravé « Duke, héros du 33e district » et une petite médaille d'or. Emily sauta dans les bras de son père. « Regarde, papa, c'est son collier de héros. » John sourit, la gorge serrée. « Oui, ma puce. » Et il l'a bien mérité. Ce soir-là, ils rentrèrent enfin chez eux. La maison sentait la poussière et les souvenirs. Les photos de Rachel étaient toujours accrochées au mur, mais l'atmosphère semblait moins lourde, presque vivante. Emily ouvrit la fenêtre. « Ça sent comme avant, répéta John en souriant. Duke monta les escaliers avec lenteur, puis alla directement s'allonger devant la porte de la chambre d'Emily. « Il reprend sa place, dit-elle, amusée. « Oui, comme si rien n'avait changé. » Elle se tourna vers lui. « Papa, oui, tu crois que maman voit tout ça ?» Il hésita, puis répondit « Je crois qu'elle n'a jamais cessé de veiller sur nous. Et peut-être qu'elle a envoyé Duke pour ça. » Emily sourit, ses yeux brillants de larmes contenues. « Alors on n'est plus seul ?» ?»« Non, on ne l'a jamais été. » Cette nuit-là, John se leva pour boire un verre d'eau. Il s'arrêta au milieu du couloir. Emily dormait, paisible. Duke, allongé devant la porte, leva la tête en entendant ses pas. John s'accroupit et caressa doucement son pelage. « Merci, mon vieux. Pour elle et pour moi. » Le chien ferma les yeux, apaisé, comme s'il comprenait chaque mot. Mais dehors, dans la rue, une silhouette observait la maison depuis un pick-up stationné sous un lampadaire. Une cigarette rougeoyait dans la nuit. L'homme écrasa la cendre, démarra lentement et disparut. Le passé, décidément, n'était pas tout à fait mort. 3 semaines avaient passé depuis Pine Hollow. Emily avait repris l'école à mi-temps. Duke marchait presque normalement. Et John, réintégré, reprenait lentement goût à la routine. Pourtant, quelque chose demeurait en lui. Un instinct, une sensation de présence. Comme si quelqu'un observait quelque part. Il n'en parle pas à Emily. Il ne voulait plus l'effrayer. Mais chaque soir, en rentrant, il faisait le tour du quartier, vérifiait les alentours, le regard glissant sur les voitures garées trop longtemps, sur les silhouettes immobiles derrière les vitres. Un soir, alors qu'il sortait les poubelles, Duke se mit à grogner, bas et rauque. Son regard était fixé sur la rue. John s'arrêta net. Là, à l'angle, un pick-up gris, moteur éteint, phares noir. Il fit un pas vers le véhicule. « Quelqu'un là-dedans » lança-t-il. Silence. Il s'approcha lentement, la main sur son arme. Puis, soudain, le moteur rugit et le pick-up démarra en trombe, disparaissant au coin de la rue. John resta immobile, les mâchoires serrées. « Merde !» murmura-t-il. Le lendemain matin, il alla directement au commissariat. Cole leva les yeux de son bureau. « T'as une sale tête ? Quelqu'un rôde près de chez moi. Pick-up gris, sans plaque avant. Hier soir, 23h40. Tu penses à un des Monroe ? J'en suis sûr. » Cole soupira. John, le frère et le neveu sont morts, Caleb s'est noyé, Tyler s'est pendu dans sa cellule. L'affaire est close. John serra les poings. Non, elle ne l'est pas. Ces types n'agissent jamais seuls. Quelqu'un d'autre tire les ficelles. Cole hésita puis prit un dossier. Écoute, officieusement, il reste un nom. Clay Monroe, le cousin, ancien militaire, disparu depuis 5 ans. Les fédéraux pensent qu'il a refait surface dans un groupuscule paramilitaire. S'il est revenu, il pourrait chercher à venger sa famille. Tu peux me donner une adresse ? Non, officiellement, il n'existe plus. John hocha la tête lentement. Alors je le trouverai moi-même. John, fais pas ça. T'es flic, pas justicier. Il se leva. Non, Marcus. Je suis père, et je ne laisserai plus jamais personne approcher Emily. Ce soir-là, la pluie tombait fort. Emily dormait, Duke à ses pieds. John, assis dans la cuisine, nettoyait son arme en silence. Un bruit, dehors, léger, comme un pas sur le gravier. Il se leva aussitôt, éteignit la lumière, regarda par la fenêtre. Un mouvement, une silhouette, à peine visible derrière le vieux chêne. Il attrapa son toki. «
Ici, capitaine Carter, suspect autour de mon domicile, possible lien avec l'affaire Monroe, demande renfort immédiat. La radio grésilla, mais aucune réponse. Centrale, vous me recevez? Rien, coupé. Duke se leva, grognant de nouveau. Reste là, mon grand, murmura John. Il se glissa dehors, l'arme levée. Le vent glacé lui fouettait le visage. L'air sentait la terre mouillée et le métal. « Montrez-vous, police !» cria-t-il. Un rire étouffé répondit dans l'obscurité. « Toujours aussi nerveux, capitaine ?» John pivota. L'homme sortit de l'ombre. Grand, barbe sombre, veste militaire, regard dur. « Clay Monroe, je présume. Vous avez fait vos devoirs. » John garda son arme braquée. « Si vous êtes venu pour me menacer, vous perdez votre temps. Je suis venu pour t'offrir un marché. » « Un marché ? Tu rends public le rapport complet sur la mort de George. Tu dis la vérité, pas celle de ton département, et moi, je disparais. » John plissa les yeux. « La vérité ? Ton frère a tenté de me tuer. Il était sous méthamphétamine, armé, et ton neveu a tout vu. Tu veux que je mente pour apaiser ton ego ?» Clay fit un pas en avant. « Je veux que tu assumes. Que tu dises au monde que tu as abattu un homme désarmé, que t'as ruiné une famille. Ton frère avait un couteau, et s'il ne l'avait pas eu, il aurait tué quelqu'un d'autre. C'est facile à dire quand on a le badge et la radio. » Un coup de tonnerre éclata, illuminant la scène. Les deux hommes se faisaient face à 10 mètres l'un de l'autre, immobiles. « Tu crois que je vais te laisser salir le nom de ma fille, de mon chien et de ma femme morte pour ton petit jeu de vengeance ?» dit John, la voix basse. « Tu crois que t'es le héros de cette histoire, capitaine ? T'es juste un tueur qui s'habille en uniforme. » Duke surgit alors de la maison, aboyant, les crocs découverts. Emily était derrière lui, en pyjama, tremblante. « Papa !» cria-t-elle. « Rentre, Emily !» hurla John. Mais Clay, profitant de la distraction, leva son arme. Le temps sembla se figer. Un tir claqua, puis un autre. Le premier toucha Clay à l'épaule. Le second, tiré dans la panique, atteignit Duke. Le chien s'effondra, un cri rauque s'échappant de sa gorge. « Non !» hurla Emily. John se jeta sur Clay. Les deux hommes tombèrent dans la boue, luttant au sol. L'arme glissa plus loin. Des coups de poing, des éclats de rage, des gémissements. « Tu m'as tout pris !» hurlait Clay. « Tu n'as jamais rien eu à perdre ?» répondit John, frappant encore. Un bruit sec, un aboiement étouffé. Duke, blessé, s'était relevé. Malgré la douleur, il titubait vers eux. Il bondit une dernière fois, saisissant l'épaule de Clay. Le choc fit basculer l'homme en arrière, sa tête heurta une pierre, silence. John resta immobile, haletant, couvert de boue. Clay Monroe ne bougeait plus. Il se précipita vers Duke qui gisait sur le sol, respirant difficilement. « Non, non, reste avec moi, murmura-t-il. Emily s'agenouilla à ses côtés, sanglotant. « Duke, s'il te plaît ?» Le chien leva faiblement la tête, posa son museau dans la main d'Emily. Son regard chercha celui de John. Puis il s'immobilisa. Le silence tomba, plus lourd que la pluie. John serra Duke dans ses bras. « C'est fini, mon garçon. Tu peux te reposer maintenant. » Les renforts arrivèrent 15 minutes plus tard. Cole entra dans la zone, son visage se figeant à la vue de la scène. « Bon Dieu !» Il posa une main sur l'épaule de John. « Je suis désolé. » Emily pleurait, accrochée au collier de Duke. Personne ne dit un mot, même les policiers restaient à distance. Ace arriva peu après, trempée, épuisée. Elle s'agenouilla à côté du corps du chien. « Il a tenu jusqu'au bout », murmura-t-elle. John hocha la tête. Comme toujours. Ce soir-là, Emily s'endormit dans les bras de son père, le collier de Duke serré contre son cœur. John, lui, resta éveillé. Les yeux fixés sur la fenêtre, il repensa à chaque instant, à chaque choix. Puis doucement, il murmura dans l'obscurité « Tu nous as sauvés 2 fois, mon vieux. Je ne t'oublierai jamais. » Dehors, la pluie s'arrêta. Et pour la première fois depuis longtemps, un rayon de lune passa entre les nuages, illuminant la médaille de Duke posée sur la table. Le lendemain matin, la lumière grise filtrait à travers les rideaux. L'air avait cette odeur lourde d'après-pluie, mélange de terre mouillée et de chagrin. La maison des Carter était silencieuse. Emily dormait encore, recroquevillée sur le canapé, serrant le collier de Duke contre sa poitrine. John, lui, était assis à la table de la cuisine, les coudes appuyés sur le bois, les yeux fixés sur la médaille posée devant lui. Il n'avait presque pas dormi, pas depuis le tir, pas depuis ce moment où Duke s'était effondré dans ses bras. Le téléphone vibra. Un message de Marcus Cole. Les fédéraux confirment. Clay Monroe était bien le dernier. Dossier clos. Aucun risque restant. John resta figé quelques secondes, puis posa lentement le téléphone. Dossier clos. Les mots avaient un goût amer, parce que pour lui, rien n'était clos. Il prit un carnet et un stylo.
Ses mains tremblaient un peu, mais il commença à écrire. Une lettre. Pas pour Cole, ni pour le service. Pour Emily. Ma chérie, un jour, tu reliras tout ça. Peut-être que tu comprendras ce que j'ai essayé de faire et pourquoi je n'ai pas toujours su le dire. Ton papa a fait des erreurs. Il a cru qu'en protégeant le monde, il pouvait te protéger, toi. Mais il avait tort. Le seul vrai courage que j'ai jamais vu, c'est celui que tu as eu quand tu as trouvé ta voie pour sauver Duke. Tu lui as parlé et il t'a entendu. Tu as fait ce qu'aucune arme ne pouvait faire. Tu as rendu l'espoir à quelqu'un qui l'avait perdu. Je sais que tu souffres, moi aussi. Mais écoute-moi bien, ma fille. Le courage, ce n'est pas de ne jamais avoir peur. C'est d'aimer, même quand tout peut s'effondrer. Duke est parti comme il a vécu, en héros. Il nous a protégés jusqu'à son dernier souffle. Et tant que tu vivras, il vivra aussi. Dans ton rire, dans tes pas, dans cette lumière que tu portes en toi. Quand je ne serai plus là, promets-moi une chose, ne laisse pas la peur gagner. Continue de parler, continue d'aimer. Ton père qui t'aime plus que tout, John. John relut la lettre, une larme tombant sur le papier. Il la replia soigneusement et la glissa dans une enveloppe qu'il rangea dans le tiroir du buffet, à côté d'une photo de Rachel. Il resta là longtemps, immobile. Puis doucement, il se leva, prit la médaille de Duke et la fixa sur le mur, juste au-dessus de la cheminée. Sous la photo de famille, il cloua une plaque gravée. Duke, loyal jusqu'à la fin. L'après-midi, Emily se réveilla. Ses yeux étaient dégonflés, mais calmes. « Papa ? Oui, ma puce ? Est-ce qu'on peut aller dehors, juste marcher un peu ?» Bien sûr. Ils sortirent dans le jardin. Le ciel était clair, presque bleu. Les oiseaux chantaient timidement. Emily s'arrêta devant le vieux chêne. « C'est là qu'il nous a protégés, » murmura-t-elle. « Oui. » Elle se baissa, ramassa une pierre plate et la posa à ses pieds. « On pourrait lui faire une tombe ici ?» John hocha la tête. « C'est une bonne idée. » Ils creusèrent ensemble, en silence. Pas un mot. Juste les bruits du vent, des outils, du cœur qui bat. Quand le trou fut prêt, John apporta la boîte où reposait Duke, enveloppé dans sa couverture préférée. Emily déposa doucement le collier dessus. « Pour que tu retrouves maman, dit-elle, John ne put retenir ses larmes. Ils refermèrent la terre, puis Emily planta un petit bâton sur lequel elle accrocha la médaille. Le soleil vint frapper dessus, la faisant briller comme une étoile. « Regarde, dit-elle, on dirait qu'il veille encore. » John sourit à travers les larmes. « Oui, ma chérie, il veille, toujours. » Le soir, après le dîner, Emily prit le carnet de son père et s'assit à côté de la cheminée. « Papa, j'aimerais écrire une lettre, moi aussi. » « À qui ? À Duke. » Elle trempa la plume, réfléchit un instant, puis commença. « Cher Duke, je ne sais pas si les chiens lisent les lettres, mais si c'est le cas, j'espère que tu souris là-haut. Merci d'avoir veillé sur moi, même quand j'étais cassé à l'intérieur. Merci d'avoir attendu que je parle pour la première fois, même si c'était tard. Et merci d'avoir protégé papa. Je te promets que je ferai ce que tu faisais. Je veillerai sur lui. Je serai son gardien maintenant. Et quand je chanterai la chanson de maman, je penserai à toi. Je t'aime. Emily. » Elle posa la lettre dans la cheminée, alluma une allumette et la laissa se consumer lentement. Les flammes dansèrent, emportant les mots vers le ciel. John la regarda faire, le cœur serré, mais apaisé. Il comprit alors que quelque chose venait de se fermer. Pas une fin, un passage. Plus tard, cette nuit-là, alors qu'il dormait, un bruit léger se fit entendre dans le couloir. Une respiration, puis un pas. John ouvrit les yeux, se redressa lentement. « Emily ?» murmura-t-il. Personne, mais là, dans la lumière de la lune, il jura voir une ombre près de la porte. Une silhouette familière, une queue qui remuait doucement avant de disparaître. Il resta là, les yeux embués, un sourire triste aux lèvres. « Bonne nuit, mon vieux. » Une semaine passa. Le temps avait repris son cours, lentement, comme s'il craignait de troubler la paix fragile retrouvée dans la maison Carter. Emily riait un peu plus chaque jour. Son mutisme semblait appartenir à une autre vie, une autre enfant. John, lui, reprenait le travail par demi-journée, mais son esprit restait souvent ailleurs, là où tout s'était arrêté. Le soir, il s'asseyait près de la cheminée, le regard fixé sur la médaille de Duke suspendue au mur. Certains soirs, il lui parlait encore, pas fort, juste assez pour se souvenir que la loyauté existe encore, même quand tout le reste s'effondre. Un samedi matin, Emily descendit en courant, les yeux pétillants. « Papa, regarde ce que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres. » Elle tenait une grande enveloppe blanche adressée à eux. L'expéditeur, département de police du comté, division des services canins. John fronça les sourcils, l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une lettre officielle frappée du sceau de la ville. À la famille Carter,
En reconnaissance du courage exceptionnel démontré par le chien Duke lors de l'incident de Maple Avenue, le conseil municipal et le service de police lui décernent à titre posthume la médaille du courage et de la loyauté. Son dévouement, sa bravoure et son sacrifice rappellent à tous que les héros ne portent pas toujours d'uniforme. Chef de police Marcus Cole, Emily lut la lettre à voix haute, la voix tremblante d'émotion. « Papa, ça veut dire qu'il est un vrai héros ?» John posa une main sur son épaule. « Il l'a toujours été, ma puce. C'est juste que maintenant, tout le monde le sait. » Elle serra la lettre contre son cœur. « On peut lui faire une cérémonie ? Pour lui dire au revoir comme il faut ?» John hocha la tête. « Oui, on va le faire. Ensemble. » Le dimanche suivant, ils retournèrent à Pine Hollow. Le soleil tombait lentement derrière les pins. Le vent faisait frémir les feuilles et la forêt semblait plus douce, plus paisible qu'autrefois. Ils avaient choisi la clairière près du vieux chêne, là où Duke s'était battu pour eux. Des voisins, quelques collègues de John, le docteur Hayes et Marcus Cole étaient venus. Emily portait la médaille autour du cou. John, en uniforme, tenait dans ses mains une urne de métal noir. Marcus s'avança, la voix solennelle. « Aujourd'hui, nous honorons Duke, un chien qui a rappelé à tout un département ce que signifient les mots devoir et famille. Il a agi sans réfléchir à lui-même, sans craindre la mort, par pur amour, et ça, c'est le plus grand courage qu'un être vivant puisse avoir. » Un long silence suivit, puis Emily s'approcha, posa une main sur l'urne. « Merci, Duke, dit-elle simplement. » John se baissa, laissa tomber une poignée de cendres au pied du chêne. Le vent les emporta doucement dans les branches. « Repose en paix, mon vieux. » Mission accomplie. Derrière eux, Ace pleurait silencieusement. Marcus pose une main sur l'épaule de John. « Tu sais bien, dit-il, j'ai connu beaucoup de chiens de service, mais aucun comme le tien. » John esquissa un sourire triste. « Ce n'était pas mon chien, Marcus. C'était mon partenaire. » La nuit tomba sur Pine Hollow. Emily et son père restèrent seuls après que tout le monde fut parti. Ils s'assirent dans l'herbe, regardant les étoiles se lever une à une. « Tu crois qu'il était là-haut, papa ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit-il sans hésiter. Et je crois même qu'il court, sans douleur, sans peur. Avec maman, peut-être ?» Emily sourit doucement. « Alors, il n'est pas vraiment parti. » « Non, ma chérie, pas vraiment. » Le vent se leva légèrement. Une brise fraîche traversa la clairière, faisant danser les feuilles plus mortes. Emily leva la tête. « Tu l'as senti ? » ?»« Quoi donc ? » Comme s'il nous effleurait. John ferma les yeux. Oui, il l'avait senti. Une chaleur fugace, un souffle familier. Le genre de présence qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on reconnaît instinctivement. Quelques mois plus tard, au printemps, la vie avait repris son rythme. La maison Carter était plus lumineuse, les rires d'Emily y résonnaient à nouveau. Un matin, elle descendit les escaliers avec un sourire mystérieux. « Papa, je peux te montrer quelque chose ?» Bien sûr. Elle ouvrit la porte du jardin, et là, dans l'herbe, un petit chiot noir et fauve, trempé par la rosée, les regardait en remuant la queue. Ses yeux étaient doux, presque familiers. John resta sans voix. « D'où il vient ? Je sais pas. » Il était là devant la porte, comme s'il nous attendait. Le chiot s'approcha, posa sa patte sur la chaussure d'Emily, puis s'assit. Elle le prit dans ses bras, riant à travers les larmes. « On dirait qu'il t'a choisi, » dit John, la gorge serrée. Elle hocha la tête. « Je sais déjà comment il s'appellera. »« Ah oui ? Hope, parce que c'est ce que Duke m'a laissé. » John sentit les larmes monter. Il s'accroupit, caressa doucement la tête du chiot. « Bienvenue à la maison, Hope. » Ce soir-là, alors que le feu crépitait dans la cheminée, Emily s'endormit sur le canapé, le petit chiot blotti contre elle. John, lui, resta debout un moment, regardant la médaille accrochée au mur. Un léger sourire se dessina sur son visage. « T'as bien fait ton boulot, mon vieux, » murmura-t-il. « Tu peux te reposer maintenant. » Il se retourna vers le feu, et dans les flammes, l'espace d'un instant, il crut voir la silhouette de Duke, assis, fier, la queue battant doucement, avant qu'elle ne disparaisse dans la lumière. Et cette fois, il sut que c'était un adieu. Pas un adieu de tristesse, un adieu de paix.